Bonsoir. Suite à la vidéo de Thibaut InShape qui a été postée il y a maintenant 2 semaines, j'aimerais debunk certains points. Je tiens à le faire avec des sources. S'il n'y a pas de source directe, ce sont des recherches internet qui sont très très simples à réaliser, qui prennent environ 30 secondes. Je vais commencer avec le premier point, qui est celui sur le porno. Alors, le porno, est-ce qu'il faut l'arrêter totalement? Je vais vous répondre non. Est-ce que le porno est bénéfique dans la vie? Pas franchement. Est-ce que le porno, quand il est consommé avec modération, est nocif? Non. En fait, le porno n'est pas forcément nocif. C'est comme toute addiction, en fait, si elle est consommée avec modération, elle n'est pas dangereuse. Par exemple, consommer de l'alcool avec modération, ce n'est pas un problème. Consommer euh, du sucre avec modération, ce n'est pas un problème. Aller manger au McDo, quand c'est une fois par mois, par exemple, ce n'est pas un problème. Ça devient un problème quand c'est trop régulé, quand ça en devient dangereux pour la santé mentale et que ça crée des problèmes psychologiques, je parle, fondamentalement. Par exemple, la dépression, comme est décrite dans la vidéo de Thibaut InShape. Cependant, encore une fois, ce n'est pas arrêter le porno qui va régler la solution. C'est le limiter, ça je suis d'accord, et surtout faire de la prévention dessus. Autre truc, arrêter totalement le porno quand on y est accro, c'est pas forcément une très bonne chose. Ce n'est pas forcément très dangereux, ça dépend des personnes, mais ce n'est pas forcément bon. Et ce n'est pas du tout la bonne solution de manière générale, ce n'est pas comme ça qu'on soigne une addiction. Cependant, elle a parlé d'un point que je trouve assez intéressant, c'est qu'elle a dit qu'il fallait arrêter le porno à cause des conditions de travail des TDS. Et là-dessus, c'est vrai. Les conditions de travail des TDS sont terribles à l'heure actuelle. Vraiment, c'est une horreur, il n'y a aucun encadrement. Mais du coup, au lieu d'arrêter totalement le porno, j'ai une alternative qui est de suivre des personnes qui produisent elles-mêmes leur contenu et donc dans leur consentement personnel et normalement le consentement des personnes qui travaillent avec elles. Je pense notamment à Inopia. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir son contenu, que ce soit sur TikTok ou sur ses plateformes, parce que sur TikTok, elle fait de la prévention sur le sujet, je la trouve très très bien dans ce boulot-là. Second point, la récompense sexuelle. J'utilise le terme récompense parce que c'est le terme employé par Thibaut dans la vidéo. Alors, il parle de la drague. La drague, quand on drague quelqu'un, on veut la récompense, qui est le rapport sexuel, selon lui. Non. Le sexe n'est pas une récompense, en fait. Même si on pourrait croire au vu du fait que ça s'appelle le circuit de récompense, quand on reçoit de la dopamine dans le cerveau, non, ce n'est pas le cas. Idem pour les tâches ménagères. Non, on ne fait pas les tâches ménagères pour espérer avoir un rapport. On fait les tâches ménagères parce que c'est normal, en fait, de partager les tâches ménagères dans un couple. Sinon, effectivement, il y a une relation un peu parent-enfant qui s'installe. Et là, c'est pas bon du tout pour le couple tout court. Ce n'est pas un problème que pour les relations sexuelles. Et donc, encore une fois, le sexe n'est pas une récompense. Et d'ailleurs, appeler ça une récompense, c'est très très dangereux d'un point de vue de la culture du viol, parce que ça induit que parfois on peut devoir du sexe comme récompense à quelqu'un. Pour le point qui arrive, je vais être un peu chipoter, vous allez me dire, et ce serait pas totalement faux. La perte de désir sexuel est le problème numéro 1 en société. Vraiment. Je veux dire, la perte du pouvoir d'achat, la situation climatique, c'est pas plus problématique quand même, parce que ça paraît quand même plus grave dans la vie de plus avoir de quoi manger que de plus avoir envie de faire l'amour. Enfin, je sais pas, hein, après c'est mon point de vue, hein, mais voilà. Surtout que la perte de désir, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient quand même d'un point assez important, qui est qu'on vit dans une société extrêmement anxiogène à l'heure actuelle. Et ça, c'est factuel, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'invente, ça vous prendra 2 recherches de le trouver. De plus, on vit dans un monde où l'être humain n'a plus besoin de se reproduire. C'est-à-dire que nous n'avons plus cet instinct primaire de se reproduire, de faire l'amour pour se reproduire. Ce n'est plus ce qu'on cherche, en fait. Donc, forcément, il y a beaucoup de gens qui auraient eu des rapports uniquement pour se reproduire, qui du coup n'en ont plus. Ensuite, le prochain point que j'aimerais aborder, c'est la communication dans le couple. Et je trouve que dans l'ensemble, ce qu'elle dit, c'est pas stupide. C'est juste des points que je voudrais éclaircir. Pourquoi la personne n'a plus envie de faire l'amour? Alors, si dans l'ensemble des cas, il y a effectivement une explication qui est en général réglable au sein du couple,
Parfois, ce n'est pas le cas et il faut aussi le rappeler. Ça peut être dû à une situation purement extérieure au couple, par exemple une agression dans la rue ou une perte d'un membre de la famille, ou ça peut simplement être dû à juste pas envie. Genre, c'est possible aussi en fait de juste en avoir moins envie pendant un temps. Ou pendant toujours d'ailleurs, hein, c'est toujours aussi legit. Mais voilà, il faut aussi rappeler ça, c'est un point important. Ensuite, elle a dit qu'il fallait parler de sexe au début de la relation, mais qu'après on connaissait l'autre par cœur. Non, il faut toujours parler, communiquer sur les relations sexuelles dans une relation parce que ça peut évoluer. Par exemple, admettons quelqu'un qui par exemple pratique le BDSM, ou l'inverse, quelqu'un qui pratique pas le BDSM, qui voudrait essayer ou qui voudrait arrêter. Si il y a eu ce rapport pendant des années et que la personne pense qu'elle ne peut plus en parler parce que bah, l'autre, ça va détruire une relation de confiance parce qu'elle pense la connaître par cœur, c'est pas bon. En fait, ça va cliver les gens dans un certain idéal sexuel. Ça va cliver en fait et empêcher les gens d'avancer dans la vie sexuelle, pour le coup. Autre exemple qui m'a beaucoup dérangée pour le coup, surtout quand on entend parler de communication tout au long, c'est le sujet de la panne d'érection. La panne d'érection, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et qui n'est pas du tout honteux. Vraiment, ce n'est pas un problème et c'est quelque chose qui, encore une fois, arrive souvent et qui a la plupart du temps des causes et qu'on peut régler. Et même si on peut pas la régler, ce n'est pas grave. L'érection n'est pas l'unique chose utile dans un rapport sexuel, ce n'est pas ce dont on a besoin. Elle dit qu'il faut essayer de cacher ce moment où on tente de remettre ses émotions en place. Faut savoir, faut communiquer son relation sexuelle ou il faut cacher quand il y a un truc qui va pas? Je sais pas, je n'ai pas trop compris ce point-là. Et moi, je vais vous dire ma réponse, hein. C'est qu'il faut le dire, en fait, vous expliquer, vous dites: «Je veux juste faire un point sur mes émotions» et après on reprend. Tout bonnement. C'est très simple, en fait. Vous avez vu, c'est juste une phrase et visiblement Thérèse n'a pas compris une phrase aussi simple. Ensuite, je vais parler de la culture du viol dans la vidéo parce que je pense qu'on l'a tous, terriblement vu malheureusement, qu'on a tous terriblement subi, cet, envoi de culture du viol constant qu'il y avait dans la vidéo. Je vais revenir que sur quelques points, mais ça s'applique à globalement l'ensemble de la vidéo à chaque moment où elle a pu dire un truc qui va dans ce sens-là. Elle dit que le problème, c'est qu'on a des rapports sexuels quand on en a envie. Oui, en effet, c'est le principe du consentement. C'est d'en avoir envie, donc d'avoir un rapport sexuel consenti. C'est le but. Elle dit: «C'est vexant pour l'autre de dire non et non, ça n'est pas vexant. Si c'est vexant pour la personne et qu'elle te le fait ressentir, c'est qu'il y a un problème et que tu dois fuir cette personne et que cette personne doit impérativement faire une déconstruction de sa personne ou aller en prison parce que c'est un ou une violeuse. Ou le fait de dire oui pour faire plaisir à l'autre, c'est OK pendant un temps. Non, c'est jamais OK. C'est jamais OK de dire oui pour faire plaisir. Tu dis oui si tu en as envie. Tu dis uniquement oui si là, tu as envie de le faire. Tu dis pas oui si juste l'autre te demande. À part si du coup, ça t'en donne l'envie. C'est tout. Ah oui, évidemment, l'injonction aussi, une fois par semaine. Que ce soit son ratio elle ou le ratio de certains, grand bien vous fasse, vraiment, genre, personne ne veut vous empêcher d'avoir des rapports, que ce soit plus ou moins ou ça, hein, vraiment, ça c'est pas le problème. Le problème c'est de dire aux gens, il faut minimum un rapport par semaine. En fait, est-ce que vous vous rendez compte que c'est super dangereux de dire ça? Parce que c'est malheureux, hein, mais par exemple, quelqu'un qui va voir cette vidéo qui va se dire: «Bon bah OK, bah du coup là c'est la sexologue qui l'a dit, donc c'est qu'il faut faire ça et que si je fais pas ça, je suis une merde». Bah, du coup, cette personne, elle va arriver avec son copain ou sa copine et elle va lui dire, «Bon, allez, on l'a pas fait cette semaine, sinon, enfin franchement, c'est de la merde, sinon notre relation elle sert à quoi?» Genre, c'est horrible, hein, mais le problème, c'est que c'est ce genre de propos qui construisent la culture du viol dans laquelle on vit constamment à l'heure actuelle. Par contre, s'accorder des moments ensemble, c'est très important et une fois par semaine, effectivement, c'est bien. Genre, pour le coup, c'est bien une fois par semaine. S'accorder des moments de couple, c'est primordial dans un couple, surtout quand on a des enfants, pour le coup. Ensuite, je vais, parler d'un point qui m'a titillée, c'est, là où j'ai ressenti qu'elle était pro manif pour tous. Les LGBT, ça vous parle, madame? Non, parce que outre le fait que la vidéo soit uniquement hétérocentrée et très condescendante, la sexualité, ça existe, vous savez, l'amour platonique. Vous avez déjà entendu parler de ça? Parce que l'amour platonique, selon Passeport Santé, encore une fois, c'est un amour qui se fait sans désir charnel et qui existe, en fait, qui est une réalité scientifique. Et Passeport Santé, c'est une source plutôt fiable en matière de médecine. Toujours selon Passeport Santé, hein, on peut vivre sans sexe.
très bien, on peut très, très bien vivre sans sexe. Le sexe, c'est un plus, c'est un plaisir qu'on s'offre, c'est tout. C'est pas une nécessité dans la vie. Contrairement au sport, par exemple, où rester inactif est mauvais. Rester inactif, c'est pas bon pour ton corps. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de faire du sport à proprement parler, mais par exemple, marcher un petit peu, c'est important. Genre, toujours faire quelque chose, ne pas être inactif pendant une trop longue période, là, c'est effectivement pas bon. Ce n'est pas une raison pour shame les gens qui ne le font pas, évidemment. Si la personne ne le fait pas, c'est soit qu'il y a une raison, soit qu'elle n'a tout simplement pas envie. En revanche, on ne peut pas dire que c'est bon pour son corps. Mais on ne va pas aller l'emmerder non plus, d'accord? Donc non, le sexe une fois par semaine minimum, ce n'est pas obligatoire, et surtout ne vous dites pas ça, je vous en supplie. Idem d'ailleurs pour la tromperie quand une personne manque de besoins sexuels visiblement. Non, on ne trompe pas les gens quand on a des besoins sexuels supérieurs aux leurs. On se masturbe, c'est le principe. Heu, Ensuite, point qui va être assez court, mais assez, direct. Non, ce n'est pas aux femmes d'initier les hommes à la sexualité. Vous savez qui disait qu'on devait initier les jeunes filles, et les jeunes garçons d'ailleurs aussi, à la sexualité? Gabriel Matzneff. Vous savez pas qui est Gabriel Matzneff, je vous conseille d'aller voir le film Le Consentement, qui est un biopic sur Vanessa Spinova, une de ses victimes. Bien que le film soit extrêmement graphique et donc un énorme trigger warning, il est excellent. Et donc, pour revenir au sujet principal, non, ce n'est pas aux femmes d'initier les hommes. En aucun cas. Parce que les hommes peuvent très bien s'initier tout seuls. Je veux dire, Jouissance Club, il coûte 20 balles, hein, c'est pas non plus extrêmement cher. C'est un exemple, hein, mais il y a plein d'autres livres, d'autres vidéastes, je pense à Parlons par exemple, qui, malgré le fait qu'elle n'existe plus, leurs vidéos sont toujours en ligne, ou plein d'autres que je ne connais pas forcément, qui font de l'explication sexuelle et qui font de ce qu'on pourrait appeler l'initiation de manière, disons, plus appropriée que directement dans l'acte, et surtout qui permettent à la personne de s'initier elle-même et sainement, sans danger. Avant-dernier point que je souhaitais aborder, c'est la question des sextoys. En possédant moi-même et étant moi-même en couple, je pense que je suis en place pour parler, mais j'ai préféré quand même utiliser des sources fiables telles que des sexologues pour ce point-là. Mon premier point est: est-ce que c'est pour combler le manque de rapports sexuels et est-ce que ça remplace? Est-ce que c'est un grand remplacement de l'homme dans une relation hétéronormée? Non. Factuellement, non. Ça ne remplace pas les relations sexuelles avec des êtres humains, pour une raison très très simple qui est que là où le sextoy procure uniquement un plaisir mécanique et différent d'ailleurs de celui qu'on ressent dans une relation sexuelle, le sextoy n'est pas un humain. Le sextoy n'a pas de contact, n'a pas de chaleur, n'a pas de... En fait, tout l'aspect charnel n'y est pas dans un sextoy. Donc ça ne remplace pas, en fait, un homme dans une relation. Et c'est Sophie Green, je crois que ça se dit, je sais pas comment ça se dit, si ça se dit Green ou Green, qui est donc une sexologue de Orléans. Autre point qui est abordé dans la vidéo, je trouve de manière très maladroite et qui mérite un peu plus de développement parce que c'est pas aussi simple que ça, c'est la désensibilisation du clitoris chez la femme. Alors si c'est une réalité, jusque-là je suis d'accord, il y a effectivement une désensibilisation en cas de surutilisation de sextoy, ça ne s'arrête pas là. Pour être exact, il peut y avoir une désensibilisation temporaire. Et je trouve que rien que ce petit mot déjà, il change beaucoup de choses. Temporaire donc effectivement du clitoris. J'ai pas la raison, je n'ai pas l'explication, je vous l'avouerai. En revanche, j'ai le fait, l'affirmation depuis une sexologue, parisienne que c'est faux, depuis de Jane Oberdoff. Et pour être exact, c'est une question d'heures, au maximum de jours avant, que l'on retrouve des sensations au niveau du clitoris qui sont égales à celles d'avant. Le dernier point que je voulais aborder, parce que tout simplement c'est celui que je maîtrise le moins et que donc je voulais le laisser pour la fin, c'est celui sur la parentalité. Alors si dans l'idée je suis assez d'accord avec le fait que c'est important de garder une intimité quand on est parent, mettre un loquet sur sa porte est une idée pourrie. C'est stupide comme idée, déjà parce que c'est pas bon pour l'enfant, parce que l'enfant va se sentir incapable d'accéder à ses parents quand il en a peut-être besoin, par exemple s'il fait un cauchemar. Et étant quelqu'un qui promeut l'éducation non violente, je suis pas pour qu'on laisse les enfants pleurer, je suis plutôt pour qu'on s'occupe des enfants qui pleurent,
pour qu'ils puissent se développer de manière saine émotionnellement. Donc non, allonger sur la porte, ce n'est pas une bonne idée parce que outre l'aspect émotionnel qui est pas forcément bon pour les enfants, c'est tout simplement dangereux. C'est juste dangereux. Imaginez, il y a un incendie, bon ça OK, on peut s'enfuir, mais imaginez, votre gamin, fait une mort subite du nourrisson. C'est horrible, mais ça existe et factuellement, ça existe jusqu'à quand même assez tard. Donc autant dire que c'est très, très, très dangereux de garder un loquet sur sa porte quand on a des enfants, qui plus est en bas âge. Autre petit point sur la parentalité, non, ce n'est pas à la mère d'avoir toute l'attention sur l'enfant, c'est aux 2 parents. Voilà. J'ai donc terminé avec ce debunk. Si j'ai oublié certains points ou s'il y a des points que vous auriez souhaité que j'aborde, dites-le moi. Les points que je n'ai pas débunkés sont simplement des points qui sont vrais ou avec lesquels je suis d'accord. En général, je suis d'accord avec les points vrais, mais on sait jamais. Donc voilà, si jamais il y a besoin de plus d'explications, de plus de debunk, je suis totalement ouverte, à l'écoute et je suis totalement ouverte à faire plus de recherches pour développer mon point. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir écoutée et je vous souhaite une bonne soirée à tous.